Diffusés tous les jours du lundi au vendredi de 10h à 11h, les nouveaux chemins de la connaissance sont réalisés cette semaine par Nathalie Salle avec Yann Malichewski à la technique et préparés par Avril Ventura, Camille Lugan, Solène Saller, Geneviève Méric, Mathilde Unger, Adèle Van Ret. Adèle, que vous retrouverez tout à l'heure comme tous les jours à 10h50 pour le journal des Nouveaux Chemins, en compagnie aujourd'hui de Miguel Benassayag, dont le dernier livre, Organismes et artefacts, est paru aux éditions de la Découverte. Suite et suite, ce jeudi, d'une semaine sur Michel Foucault dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance, le grand Michel Foucault. Après les mots et les choses, la politique et la sexualité, juste avant la folie, c'est des Lumières que nous allons parler aujourd'hui, plus exactement du rapport que Michel Foucault entretient avec la philosophie des Lumières, et ce en compagnie de Fabienne Brugère, qui enseigne à Bordeaux et qui a dirigé le dossier Foucault et les Lumières de la revue Lumière, numéro 8, paru en 2006, où elle signe notamment un texte sur le neveu de Rameau. Fabienne Brugère, que les Nouveaux Chemins de la Connaissance avait déjà reçu, qu'ils accueillent toujours avec plaisir. Bonjour Fabienne Brugère. Bonjour. Bonjour de nouveau au Nouveau Chemin de la Connaissance, bienvenue comme à chaque fois. Question liminaire, on va parler du rapport complexe de Foucault avec la philosophie des Lumières. On a choisi intuitivement, au début de cette semaine, de l'intituler Michel Foucault, l'ombre des Lumières. Est-ce qu'on a bien fait ? Sûrement, parce que les Lumières, c'est une question qui accompagne Foucault tout au long de son œuvre, avec effectivement beaucoup d'ambiguïté, un rapport aux Lumières qui, dans Surveiller et punir, passe par une analyse finalement de la normalisation des Lumières, de tout le mouvement de discipline amorcé d'ailleurs dès l'âge classique. Oui, il dit la discipline est l'envers de la démocratie, mais en réalité, en parlant des Lumières qui ont découvert la liberté, il explique qu'elles ont aussi inventé les disciplines. Oui, tout à fait. Elles ont inventé les disciplines, elles ont inventé on pourrait dire des règles fines, des formes de normalisation. Et donc, de ce point de vue-là, il y a bien tout un rapport complexe de Foucault-Lumière qui fait des Lumières un moment, on pourrait dire, sombre. Et en même temps, les Lumières reviennent tout au long du parcours de Foucault, et en particulier les derniers temps, à partir de la fin des années 70, avec la conférence devant la Société française de philosophie, qu'est-ce que la critique ? Et puis bien sûr, après, l'hommage devenu très, très célèbre à Kant et à qu'est-ce que les Lumières. Oui, enfin, c'est un hommage à double tranchant. Oui, une fois de plus. C'est un hommage à double tranchant parce qu'il prend ses distances également avec Kant. Enfin, ou plus exactement, on comprend que toute son œuvre est placée sous le sceau d'une prise de distance à l'endroit de la pensée d'Emmanuel Kant. On va revenir un peu plus tard sur cet hommage, justement, comme vous dites, Fabienne Brugère. Vous avez dit que la thématique des Lumières, la philosophie des Lumières, parcourt les œuvres, majeures ou mineures, de Foucault, et quelle que soit leur forme. Il en parle dans les préfaces, celle au dialogue de Rousseau, juge de Jean-Jacques, par exemple, un texte de Genèse presque, qui date de 62. Dans des analyses ponctuelles, il y a les références au neveu de Rameau dans l'histoire de la folie, l'épistémé qu'il analyse dans les mots et les choses, évidemment. Comment Foucault envisage-t-il, de façon générale, les Lumières ? Est-ce qu'il en fait un objet d'étude historique, ce qu'on pourrait penser ? Ou est-ce qu'il a tendance davantage à en faire une question ? Et ma question est elle-même orientée d'ailleurs. C'est-à-dire que Foucault en fait une question dans la mesure où les Lumières, c'est ce qui permet de penser notre modernité. C'est ce qui permet de penser notre modernité, c'est ce qui permet de penser aussi justement un certain nombre de ruptures engagées par la modernité. Donc c'est avant tout une question, bien avant d'être une période, on pourrait dire, déterminée, avec des dates précises, même si bien évidemment il y a un certain nombre de personnages qui peuplent cette analyse des Lumières, comme le neveu de Rameau. Il y a un certain nombre de philosophes
comme Kant bien sûr, mais on pourrait aussi citer effectivement Rousseau, on pourrait citer aussi Adam Smith dans une moindre mesure. Et puis il y a aussi un certain nombre d'événements. On pourrait bien sûr citer la Révolution française. Alors et en même temps il distingue à la fois les lumières de la Révolution française et les lumières de ce qu'on a appelé l'humanisme. Ces distinctions, on a tout le sens de la nuance, évidemment, chez Michel Foucault, qui est à l'œuvre ici. Ces distinctions sont importantes à poser avant d'entrer dans le détail. Oui, tout à fait. La première chose, je crois que fait Michel Foucault, et ça va tout à fait dans le sens de sa philosophie, c'est vraiment mettre de côté toute lecture humaniste des Lumières. Les Lumières, on nous dit, c'est généralement le progrès de la raison, c'est le progrès scientifique, c'est le progrès technique. Et Foucault nous dit, eh bien, en fait, il y a un envers de tout ce progrès. Et l'envers de tout ce progrès, c'est par exemple dans Surveiller et punir, la mise au point d'un droit de punir qui n'est pas avant tout plus humaniste, précisément, mais qui se veut avant tout plus économique, plus rationnel, qui contrôle davantage les individus. Donc, le droit de punir, on ne doit pas le comprendre, la mise au point, finalement, d'un droit de punir plus performant au XVIIIe siècle, on ne doit pas le comprendre comme précisément un humanisme des Lumières. On pourrait procéder peut-être par analogie pour essayer de cerner ce rapport ambivalent, à double tranchant donc, que Michel Foucault entretient avec la philosophie des Lumières. Il y a une analogie possible, mais je ne sais pas ce qu'elle vaut et quelles sont ses limites d'ailleurs. C'est une analogie avec Jean-Jacques Rousseau. Rousseau lui-même est un penseur ambivalent des Lumières. On l'a vu plusieurs fois, on en a parlé plusieurs fois dans Les Chemins, parce que c'est très important de rappeler ça. Rousseau est à la fois le philosophe des Lumières par excellence, c'est-à-dire le philosophe de la possibilité pour l'homme de s'affranchir de ses déterminations, de s'arracher à ses déterminations ponctuelles ou naturelles, pour accéder à une forme d'universel, ou en tout cas à ce que Rousseau appelle la perfectibilité, ou plus exactement l'homme étant perfectible, il peut s'affranchir de ce qui le détermine à la différence des animaux. Et dans le même temps, Rousseau explique que c'est la raison pour laquelle l'homme est le seul sujet à devenir imbécile. Cette faculté que Rousseau repère en l'homme, il en déplore en un sens la présence en l'homme, ce qui fait de Rousseau l'homme qui permet de penser le progrès et en même temps celui qui permet d'en formuler la critique. Est-ce que cette ambivalence qui est celle de Rousseau se retrouve peu ou prou dans le rapport que Foucault lui-même entretient avec la philosophie des Lumières, selon vous ? Alors il y a bien une ambivalence de Foucault dans son rapport aux Lumières qui passe vraiment par d'un côté la discipline, la normalisation, et puis de l'autre côté la possibilité du gouvernement de soi, de l'attitude de liberté. Après, il me semble que Foucault n'a vraiment pas grand-chose à voir avec Rousseau. Enfin, plus exactement, je pense que Foucault n'a pas du tout de fascination pour Rousseau. Le texte sur les dialogues, c'est en même temps un Contrairement texte... à Rousseau lui-même, d'ailleurs. Oui. Allez-y, pardon. C'est vraiment un texte qui parle finalement peu de Rousseau. Et je pense que Foucault est beaucoup plus intéressé par d'autres penseurs des Lumières, parce que précisément ces autres penseurs des Lumières, d'ailleurs, sont moins ambivalents à l'égard des Lumières. Ils peuvent plus servir de blason en tant que philosophe des Lumières. Donc je pense que certes, il y a une ambivalence chez Foucault, tout comme à l'égard des Lumières, tout comme Rousseau est ambivalent à l'égard des Lumières, mais vraiment Foucault est un philosophe qui s'intéresse peu à Rousseau. Parce que derrière cette question, il y a la question du rapport que Foucault peut entretenir avec la notion de progrès. Foucault est également un penseur de l'histoire. On le présente bien souvent comme un penseur du discontinu. Il y a des solutions de continuité chez Michel Foucault, entre les dans la périodisation qu'il propose des événements humains. Il y a des ruptures, des failles radicales, comme on dit. Donc Foucault est un penseur du discontinu. Je ne suis pas certain pour autant qu'il soit le penseur d'un progrès, tel que l'idéologie pourrait en être portée par une interprétation sommaire de la philosophie des Lumières, Fabienne Brugère. Tout à fait. Il n'y a qu'à voir finalement la manière dont Foucault comprend la notion de révolution, à la différence précisément par exemple de Kant. Kant voit bien la figure de la révolution dans le conflit des facultés, à travers la perspective d'un progrès, précisément un signe qui est à la fois un signe qui se porte vers le
passé, vers le présent et vers le futur. Kant a donc vraiment pensé la question de la Révolution française dans la perspective d'un progrès de l'humanité. C'est pas du tout le cas de Foucault. Lorsque Foucault s'intéresse à la Révolution, en particulier à la Révolution française, c'est précisément pour analyser non pas la possibilité d'une fin, d'une téléologie, de quelque chose qui ferait signe vers un progrès, mais justement la figure du soulèvement. C'est-à-dire la figure finalement d'une révolte, d'une résistance qui passe chez les sujets qui se soulèvent par un gouvernement de soi. Donc en fait, on n'est pas du tout effectivement d'une compréhension de la Révolution dans le cadre précisément d'une figure du progrès. Emmanuel Kant définit deux conditions essentielles pour que l'homme sorte de sa minorité. Ces deux conditions sont à la fois spirituelles et institutionnelles, éthiques et politiques. La première de ces conditions, c'est que soit bien distingué ce qui relève de l'obéissance et ce qui relève de l'usage de la raison. Kant, pour caractériser brièvement l'état de minorité, cite l'expression courante « obéissez, ne raisonnez pas ». Telle est, selon lui, la forme dans laquelle s'exerce d'ordinaire la discipline militaire, le pouvoir politique, l'autorité religieuse. L'humanité deviendra majeure, non pas lorsqu'elle n'aura plus à obéir, mais lorsqu'on lui dira « obéissez et vous pourrez raisonner autant que vous voudrez ». On pourrait penser qu'il n'y a là rien de bien différent de ce qu'on entend depuis le XVIe siècle par la liberté de conscience, le droit de penser comme on veut, pourvu qu'on obéisse comme il faut. Or c'est là que Kant fait intervenir une autre distinction et la fait intervenir d'une façon assez surprenante. Il s'agit de la distinction entre l'usage privé et l'usage public de la raison. Mais il ajoute aussitôt que la raison doit être libre dans son usage public et qu'elle doit être soumise dans son usage privé, ce qui est, terme à terme, le contraire de ce qu'on appelle d'ordinaire la liberté de conscience. Fabienne Brugère, Kant, véritablement, est l'interlocuteur favori de Michel Foucault, son adversaire préféré peut-être. Son adversaire préféré, sûrement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Kant revient constamment à travers tous les textes de Foucault. Il revient sur tous les terrains, aussi bien sur le terrain de la théorie de la connaissance que sur le terrain, effectivement, disons, de la philosophie politique, et du rapport à l'actualité, et puis bien sûr sur cette question fondamentale de l'usage de la raison. Quel usage de la raison devons-nous faire? Quel usage de la raison pouvons-nous faire? Le texte que j'ai lu est un commentaire de l'opuscule kantien « Qu'est-ce que les Lumières ?» un opuscule dont il faut recommander la lecture d'ailleurs à nos auditeurs non-philosophes, car ça fait partie des rares textes que les non-philosophes, des rares textes de Kant, que les non-philosophes peuvent lire sans douleur, à condition malgré tout de rester un peu en surface quand même, parce que quand on lit le commentaire qu'en donne Michel Foucault, on s'aperçoit de l'étonnante densité philosophique de ce texte et des perspectives ou des contre-perspectives qu'il permet d'ouvrir. Quelle est la teneur du reproche que formule Michel Foucault à l'encontre de Kant dans le texte que j'ai lu tout à l'heure? Alors, il y a deux... La teneur du reproche, elle tient finalement à cette différence entre usage privé et usage public de la raison. D'une certaine manière, il y a presque un tour de passe-passe kantien qui nous dit obéissez et raisonnez, et qui sépare donc en cela un usage privé de la raison dans la vie quotidienne, en quelque sorte, dans le cadre par exemple de sa fonction professionnelle, il faut obéir, et puis la référence derrière à la possibilité d'un public, le terme allemand de Publikum, et donc un usage public de la raison, le moment où on s'instaure comme sujet universel face à une communauté d'êtres raisonnables, et où en quelque sorte on pourrait user
librement de sa raison et précisément critiquer. Mais bien évidemment, il y a là en quelque sorte un tour de passe-passe. On pourrait dire que le texte de Foucault, qui commence vraiment avec un hommage quand même appuyé à l'opuscule kantien, à savoir que Kant est précisément celui dans ce texte qui aurait pu faire rupture d'une certaine manière. Il est celui qui instaure un nouveau rapport au présent, qui n'est plus sur le mode, on pourrait dire, d'une décision philosophique, comme c'était par exemple le cas chez Descartes, mais qui est bien sur le mode de qu'est-ce que c'est qu'appartenir à mon présent et quelle attitude dois-je avoir en quelque sorte par rapport à mon actualité. Il met de l'histoire dans la métaphysique, au fond. Il met de l'histoire dans la métaphysique. Il y a ce moment très, très, très fort de Kant qui est capable précisément de mettre de l'histoire dans la métaphysique, qui est capable aussi d'imaginer finalement un gouvernement de soi. Il est capable d'imaginer un gouvernement de soi. Très cher à Michel Foucault, hein, un gouvernement de soi. Est-ce que c'est ça qu'il appelle un ethos ? Oui, tout à fait. L'éthos, c'est précisément une manière d'être que l'on peut et que l'on doit adopter par rapport à son présent. Et qui fait que précisément, on adopte une attitude d'interrogation sur son propre présent pour faire un diagnostic précisément de son présent. On pourrait parler je crois que c'est l'expression de Michel Foucault, mais je la cite de mémoire, d'une critique de notre être historique. Finalement, l'éthos philosophique des Lumières, c'est une aptitude à porter une critique de notre être historique. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, cette critique de l'être historique, je crois qu'on peut la penser... C'est-à-dire de l'inscription dans un temps donné ? Oui, inscription dans un temps donné, bien évidemment. Et là, on y reviendra peut-être, ça noue un contact avec Baudelaire, mais c'est aussi très fondamentalement, et ça c'est vraiment essentiel à l'époque des Lumières, c'est aussi une critique de la notion de dépendance. Critique de la notion de dépendance, hein, Foucault dans le texte reprend lui-même cette notion de dépendance qui, bien sûr, est comprise chez Kant comme l'idée d'un état de minorité et donc d'une sortie de la minorité que les êtres humains doivent pouvoir précisément pratiquer. Allez-y, pardon. Oui, alors ce qu'il y a de très intéressant, c'est que Foucault revient vraiment sur la manière dont Kant, on pourrait dire, décrit l'état de minorité à travers la dépendance à l'égard d'un livre ou à travers la dépendance à l'égard d'un directeur de conscience ou encore à l'égard d'un médecin. Hein, il y a dans ce texte de Kant quelque chose d'extrêmement concret quant à la description des différentes formes de dépendance. Il faut rappeler quand même que le propos de Kant dans l'opuscule en question, pour ceux qui ne l'ont pas lu ou qui ne s'en souviennent pas, c'est de décrire que les Lumières sont caractérisées par la sortie de l'état de minorité. Sortie qui est à la fois d'ailleurs présentée par Kant à la fois comme un constat et comme un souhait. Il y a là peut-être une ambivalence dans le texte kantien lui-même, mais sortie de l'état de minorité, c'est-à-dire l'art non plus de recevoir sa loi d'un autre, mais de la constituer soi-même. Hein. Voilà. Oui, on est dans un texte, et je pense que c'est pour ça que ce texte aussi a fasciné Foucault. On est dans un texte, le texte de Kant, qui est à la fois un texte descriptif et prescriptif. Et je crois que ça, c'est une exigence que Foucault a souvent voulu porter en même temps, le fait de mettre ensemble le descriptif et le prescriptif. Ce qui est et ce qui doit être ? Ce qui est, ce qui doit être, oui. Il dit ceci, Kant définit la Aufklärung, la philosophie des Lumières, d'une façon presque entièrement négative, comme une Ausgang, une sortie, une issue. Dans ses autres textes sur l'histoire, il arrive que Kant ose des questions d'origine ou qu'il définisse la finalité intérieure d'un processus historique. Dans le texte sur la Aufklärung, la question concerne la pure actualité. Il ne cherche pas à comprendre le présent à partir d'une totalité ou d'un achèvement futur. Il cherche une différence. Quelle différence aujourd'hui introduit-il par rapport à hier ? Donc on historicise la question. Oui, on historicise la question et puis en plus on présente là la démarche de Kant est en quelque sorte présentée comme une démarche, je dirais, anticonformiste, c'est-à-dire précisément sortir de la répétition, inaugurer une rupture, ce qui suppose précisément de la part des sujets bien une décision volontaire, un acte de courage, un acte de courage. Hein, on pourrait tout à fait reprendre l'idée qu'il y a
a derrière une perspective éthique. Il faut précisément du courage pour sortir de tout ce qui fait la répétition, la quotidienneté et donc le conformisme des êtres humains. De façon générale, d'ailleurs, en philosophie, il faut se méfier des philosophes qu'on nous présente uniquement comme des cartographes. Kant et Foucault, d'ailleurs, à leur manière, chacun se désignait comme des cartographes d'un monde moral, en un sens. Mais il faut se méfier des philosophes qu'on représente avec la neutralité du cartographe. Kant ne fait pas dans sa morale que élucider les conditions de la morale. Il en propose une. Foucault lui-même ne fait pas que distinguer des périodes historiques. Il y a du souhaitable. Chez Foucault. Foucault n'est pas dans la neutralité qu'il affiche ou qu'il brandit, mais qui lui permet aussi de masquer et donc de faire valoir en sous-main des options idéologiques. Oui, tout à fait. Ce que Foucault revendique, c'est bien à travers ce texte, hein, c'est bien un gouvernement de soi, et c'est bien finalement une réponse aussi ou le prolongement d'un texte qu'il avait fait juste quelques années auparavant, donc devant la Société française de philosophie. Qu'est-ce que la critique, qui se terminait par finalement qu'est-ce que la critique, un art de n'être pas tellement gouverné. Et donc s'il y a bien chez Foucault ce passage effectivement du descriptif au prescriptif, c'est bien autour de cette idée, l'art de ne pas être tellement gouverné, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas totalement échapper à la gouvernementalité, c'est-à-dire à cette conduite des conduites, mais en même temps, d'une certaine manière, on doit aussi y résister et donc aussi produire des contre-conduites à la conduite des conduites. Et on pourrait penser qu'il faudrait produire également des contre-conduites aux contre-conduites elles-mêmes quand elles s'érigent elles-mêmes en normes, en académie, en institution ou en conduite. Est-ce qu'on pourrait d'ailleurs de ce point de vue, on va revenir sur le texte de Foucault sur Kant, mais est-ce qu'on pourrait de ce point de vue considérer que si ce qui, à l'époque où Foucault écrit son texte, mettons dans les années 70 ou même dans les années 60, si celui qui était iconoclaste dans les années 60 devient en 90 ou bien en l'an 2000 un mandarin, c'est-à-dire si la position qui était celle de l'iconoclaste dans les années 60 devient mandarinale au début du XXIe siècle, est-ce que Foucault n'aurait pas un malin plaisir, quitte à passer pour conservateur aux yeux d'une norme progressiste, à faire valoir un point de vue, alors pour le coup rigoureusement inverse, qui serait rigoureusement l'inverse de celui qu'il faisait valoir dans les années 60 ou qui... D'une certaine manière, oui, puisque la position de Foucault, elle est quand même toujours du côté de ce qu'on pourrait appeler effectivement l'instabilité. Elle est toujours du côté de l'instabilité, on pourrait dire philosophique. Il y a fondamentalement une instabilité philosophique, et puis l'idée que ce qui vaut, c'est précisément effectivement le gouvernement de soi. Ce qui vaut, c'est aussi le soulèvement, c'est aussi un rapport finalement à la vérité dans un instant précis. D'une certaine manière, je dirais que la philosophie de Foucault est une philosophie contextuelle. Une philosophie contextuelle. Alors, dans le texte de Kant, on en vient à un passage à la fois essentiel et je dois dire d'une profondeur étonnante, où on a le grand Foucault nietzschéen, me semble-t-il. C'est quand il parle de la modernité, de cette modernité, dont l'usage, d'ailleurs, un terme dont l'usage non réflexif fait des ravages aujourd'hui. Notre modernité, soyons modernes, qu'est-ce que c'est que la modernité? C'est la notion qu'on emploie le plus et qu'on questionne le moins. En l'occurrence, Foucault fait ce travail d'interrogation d'une notion difficile qui est la modernité. Modernité, attitude de modernité, dit-il, qu'il qualifie donc, justement, non pas comme une période de l'histoire, mais comme une attitude, une façon de pratiquer donc cette critique de l'être historique, et dont il situe l'un des modèles, l'une des figures chez Baudelaire, le peintre de la vie moderne, Baudelaire qu'on peut également, à plus d'un titre, on en a parlé ici même avec Antoine Compagnon, tenir pour un anti-moderne. Alors, on va revenir sur ces ambivalences, ces autres ambivalences, et la raison d'être de Baudelaire au sein d'un texte qui commente l'opuscule kantien chez Michel Foucault. Pourquoi fait-il appel à Baudelaire? Et pour ça, eh bien, on va entendre tout simplement un extrait du peintre de la vie moderne de Baudelaire. Écoutez.
Ainsi, il va, il court, il cherche. Que cherche-t-il? À coup sûr, cet homme, tel que je l'ai dépeint, ce solitaire doué d'une imagination active, toujours voyageant à travers le grand désert d'hommes, a un but plus élevé que celui d'un pur flâneur, un but plus général, autre que le plaisir fugitif de la circonstance. Il cherche ce quelque chose qu'on nous permettra d'appeler la modernité, car il ne se présente pas de meilleurs mots pour exprimer l'idée en question. Il s'agit pour lui de dégager de la mode ce qu'elle peut contenir de poétique dans l'historique, de tirer l'éternel du transitoire. Si nous jetons un coup d'œil sur nos expositions de tableaux modernes, nous sommes frappés de la tendance générale des artistes à habiller tous les sujets de costumes anciens. Presque tous se servent des modes et des meubles de la Renaissance, comme David se servait des modes et des meubles romains. Il y a cependant cette différence, que David, ayant choisi des sujets particulièrement grecs ou romains, ne pouvait pas faire autrement que de les habiller à l'antique, tandis que les peintres actuels, choisissant des sujets d'une nature générale applicable à toutes les époques, s'obstinent à les affubler des costumes du Moyen-Âge, de la Renaissance ou de l'Orient. C'est évidemment le signe d'une grande paresse, car il est beaucoup plus commode de déclarer que tout est absolument laid dans l'habit d'une époque que de s'appliquer à en extraire la beauté mystérieuse qui y peut être contenue, si minime ou si légère qu'elle soit. La modernité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable. Il y a eu une modernité pour chaque peintre ancien. La plupart des beaux portraits qui nous restent des temps antérieurs sont revêtus des costumes de leur époque. Ils sont parfaitement harmonieux parce que le costume, la coiffure, et même le geste, le regard et le sourire, chaque époque a son port, son regard et son sourire, forment un tout d'une complète vitalité. Cet élément transitoire, fugitif, dont les métamorphoses sont si fréquentes, vous n'avez pas le droit de le mépriser ou de vous en passer. En le supprimant, vous tombez forcément dans le vide d'une beauté abstraite et indéfinissable, comme celle de l'unique femme avant le premier péché. Si, au costume de l'époque qui s'impose nécessairement, vous en substituez un autre, vous faites un contresens, qui ne peut avoir d'excuse que dans le cas d'une mascarade voulue par la mode. Fabienne Brugère est l'invitée des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Ce jeudi, dans une semaine sur Michel Foucault, c'est de Michel Foucault et des Lumières que nous parlons aujourd'hui. Fabienne Brugère qui a notamment dirigé avec Guillaume Leblanc, Céline Spector et Jean Terrel le numéro 8 de la revue Lumière qui porte opportunément sur Foucault et les Lumières. Alors revenons, Fabienne Brugère, d'abord sur Baudelaire lui-même, avant de revenir sur ce que Foucault en dit, ce qu'on désigne comme modernité. Chez Baudelaire, ce que Baudelaire désigne comme la modernité, c'est l'art de dégager de la mode ce qu'elle peut contenir de poétique dans l'historique, de tirer l'éternel du transitoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un très bel exemple que prend Baudelaire, c'est l'habit noir au XIXe siècle, le costume noir. Peindre le costume noir pour le costume noir, ça n'a précisément aucun intérêt parce que c'est se sacrifier à l'esprit, disons, du moment. C'est justement, en quelque sorte, singer la mode. En revanche, ce qui a un intérêt, c'est voir, par exemple, que derrière l'habit noir, il y a l'idée de mort. Et donc, c'est renouer précisément avec quelque chose d'éternel. C'est bien, du coup, percevoir l'éternel dans le transitoire. Et donc Baudelaire serait moderne du point de vue de Foucault, en ce que précisément il préconise de trouver l'éternel dans le transitoire. Mais percevoir ou saisir l'éternel dans le transitoire, ça n'est pas abjurer le transitoire au profit de l'éternité d'une idée, comme on le ferait chez Platon, par exemple, chez un Platon pour classe terminale. Il ne s'agit pas de faire jaillir l'éternité, ou plus exactement de la pensée à l'exclusion du transitoire. Saisir ou restituer l'éternel, ou faire jaillir justement l'éternel du transitoire, passe par une reconnaissance du transitoire, une description du transitoire, une façon également de l'interpréter. On retrouve la dimension historique
de la démarche de Foucault, qui n'est pas une façon de se plier au diktat de l'histoire, mais peut-être une façon justement de s'en affranchir en reconnaissant les contraintes? Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour comprendre ce que Foucault veut dire en faisant précisément appel à Baudelaire, je crois qu'il y a une deuxième chose qu'il analyse chez Baudelaire qui du coup est fondamentale, c'est lorsqu'il dit que finalement le grand artiste et donc le grand poète, c'est celui qui transfigure le réel. Mais c'est précisément celui qui part du réel. C'est-à-dire c'est précisément celui qui sait faire avec son époque, mais qui a ce pouvoir de transfiguration de l'époque. Pour caractériser brièvement cette attitude de modernité, je prendrai un exemple qui est presque nécessaire, il s'agit de Baudelaire, puisque c'est chez lui qu'on reconnaît en général l'une des consciences les plus aiguës de la modernité au XIXe siècle. On essaie souvent de caractériser la modernité par la conscience de la discontinuité du temps, rupture de la tradition, sentiment de la nouveauté, vertige de ce qui passe. Et c'est bien ce que semble dire Baudelaire lorsqu'il définit la modernité par le transitoire, le fugitif, le contingent. Mais pour lui, être moderne, ce n'est pas reconnaître et accepter ce mouvement perpétuel, c'est au contraire prendre une certaine attitude à l'égard de ce mouvement. Et cette attitude volontaire, difficile, consiste à ressaisir quelque chose d'éternel qui n'est pas au-delà de l'instant présent, ni derrière lui, mais en lui. La modernité se distingue de la mode qui ne fait que suivre le cours du temps. C'est l'attitude qui permet de saisir ce qu'il y a d'héroïque dans le moment présent. La modernité n'est pas un fait de sensibilité au présent fugitif, c'est une volonté d'héroïser le présent. C'est merveilleux, Fabienne Brugère, ce que Foucault écrit bien. Oui, c'est merveilleux. Depuis le début de la semaine, on travaille, enfin, ça fait plus d'une semaine qu'on travaille dessus et à chaque fois qu'on tombe sur un texte, on est ébloui. Ce que je répondrai là-dessus, du coup, par rapport à la référence à Baudelaire, c'est que finalement, il y a peut-être un peu de nostalgie dans la référence de Foucault à Baudelaire. Et ça passe peut-être par le rapport à l'écriture, par le fait que chez Foucault, il y a l'image qu'on peut dire d'ailleurs post-nietzschéenne d'un philosophe artiste. Et la référence à Baudelaire, c'est une manière de dire que sans doute l'art va plus loin que la philosophie. C'est-à-dire que l'art, plus encore que la philosophie, il a précisément, et donc l'écriture aussi du poète, elle a cette capacité justement à capturer le moment présent et précisément à le transfigurer. Peut-être que cela tient, Fabienne Brugère, au fait que la philosophie est plus hantée que l'art par le spectre du progrès, justement, que la philosophie se sentirait peut-être plus comptable que l'art de la nécessité d'effectuer des progrès, alors que l'art serait débarrassé de cela. Quand il parle de Baudelaire, il vante cette attitude volontaire, difficile, qui consiste à ressaisir quelque chose d'éternel qui n'est pas au-delà de l'instant présent, ni derrière lui, mais en lui. On a ici vraiment ce que Spinoza appelle l'expérience de l'éternité, ce que Nietzsche appellerait l'intempestif, c'est-à-dire l'art de s'élever au-delà de la déficience du temps présent par la reconnaissance justement du temps présent. Oui, alors là, effectivement, Foucault est très nietzschéen et je pense à ce titre, à la fin donc du cours de 83, de janvier 83, sur le texte de Kant, premier cours donc de l'année au Collège de France, qui se termine précisément par la définition de deux traditions philosophiques, où Foucault nous dit, donc texte dans lequel Foucault nous dit, d'un côté l'analytique de la vérité, et puis d'ailleurs d'un geste très rapide, il ajoute cette analytique de la vérité qui s'interroge sur les conditions de possibilité d'une connaissance vraie, c'est sans doute aujourd'hui la philosophie analytique anglo-saxonne. Et puis ensuite, et alors là on retrouve Nietzsche, mais aussi, dit-il, Hegel, Max Weber et l'école de Francfort. De l'autre côté, une ontologie du présent, ou une ontologie de l'actualité. Et puis il ajoute d'ailleurs avec une fausse modestie, c'est la tradition dans laquelle j'essaie de me situer, enfin où j'essaie de faire ce que je peux en quelque sorte. Et donc à l'intérieur de cette
tradition qu'il veut reprendre, l'ontologie du présent, l'ontologie de l'actualité. Il y a bien évidemment Nietzsche. Mais Fabienne Brugère, est-ce qu'il ne faut pas distinguer l'ontologie du présent de l'ontologie de l'actualité dans le sens justement où Foucault, et Baudelaire d'ailleurs, enfin, et Foucault à sa suite, distinguent l'homme de flânerie de l'homme de modernité. Finalement, est-ce que l'actualité, Foucault dit ceci à un moment, hein, il dit « Il ne s'agit surtout pas de recueillir le moment qui passe comme une curiosité fugitive et intéressante, ce serait là ce que Baudelaire appelle une attitude de flânerie, qui se contente d'ouvrir les yeux, de faire attention, de collectionner dans le souvenir. » À l'homme de flânerie, ajoute Foucault, Baudelaire oppose l'homme de modernité. L'homme de modernité, c'est celui qui ne recueille pas, qui ne collectionne pas les impressions, mais qui les transfigure. Il n'y a pas une différence à faire entre le présent et l'actualité en ce sens? Pour Foucault, le présent n'a d'intérêt qu'en tant qu'il permet justement l'attitude de modernité. C'est-à-dire, le présent n'a de sens qu'en tant que précisément on peut en faire un diagnostic. Et donc, bien évidemment, en ce sens, le philosophe qui se rapporte au présent ne doit pas être un flâneur. Le rapport au présent, en quelque sorte, on pourrait dire, n'est pas sur le mode de l'attention flottante. Hein. Il est précisément sur le mode d'un diagnostic sérieux, on pourrait dire. Un diagnostic sérieux, est-ce que c'est le diagnostic de l'artiste ou est-ce que c'est le diagnostic de l'interprète de son époque, c'est-à-dire celui qui repère sous des phénomènes autant de symptômes qui expriment l'éthos d'une époque? Je crois qu'il y a d'une part quand même chez Foucault un rapport justement à l'artiste dans la possibilité précisément d'une attitude, on pourrait dire inactuelle, hein, sur le mode des considérations intempestives ou inactuelles de Nietzsche, c'est clair. Après, je crois que dans les cours, en particulier dans la naissance de la biopolitique, donc 78-79, je crois que dans l'analyse de la crise de la gouvernementalité au XVIIIe siècle, et donc la possibilité et toute la naissance du libéralisme contre finalement la crise du despotisme, il y a là une tentative qui relève quand même de l'autre sens du diagnostic. Alors le terme de biopolitique désigne chez Foucault la manière dont le pouvoir se transforme entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, afin de gouverner non seulement les individus à travers un certain nombre de procédés disciplinaires, mais au fond l'ensemble des vivants constitués en population. Donc il y a la biopolitique, il y a des biopouvoirs locaux qui s'occupent de gérer la santé, l'hygiène, l'alimentation, la sexualité, c'est là que ça se complique évidemment, la natalité. Qu'est-ce qu'implique cette notion de biopolitique et quand apparaît-elle dans le travail de Michel Foucault? Alors, Fabienne Brugère? Cette notion de biopolitique, elle est vraiment donc analysée à partir du XVIIIe siècle et donc à partir vraiment de la crise du despotisme qui en France prend la forme d'un pouvoir royal trop personnel, jugé abusif, et puis d'un état de police précisément que les sujets n'acceptent plus. Et donc, de ce point de vue-là, ce que met en avant Est-ce que ça veut dire que la biopolitique est apparue avant que Foucault invente le terme ? Oui, dans son travail, oui, bien sûr. Mais chez Foucault, il y a souvent, ça c'est le propre de l'approche généalogique, il y a souvent une naissance des concepts avant même qu'on les nomme de telle ou telle façon. Donc la biopolitique, c'est en quelque sorte ce moment au XVIIIe siècle où tout en pensant une liberté des sujets, circulation, production des sujets, en même temps, on va penser des règles, des normes beaucoup plus fines qui vont s'appliquer effectivement au sujet, à la société, aux populations. Alors, dans le rapport de Michel Foucault avec la philosophie des Lumières, qui bizarrement nous met en situation de parler de Baudelaire, mais c'est Foucault lui-même qui le fait dans son texte sur Kant, et il faut toute l'inventivité, toute l'originalité de Michel Foucault, toute la subtilité ou la finesse de Foucault pour concilier Kant et Baudelaire, les articuler de façon non pas discontinue pour le coup, mais véritablement avec une vraie continuité
dans sa démarche. Il y a un autre philosophe de prédilection chez Michel Foucault, c'est Diderot. Plus exactement le Diderot du neveu de Rameau. Alors, on a déjà parlé du neveu de Rameau quand on a parlé de folie. On va en reparler certainement demain, d'ailleurs, quand on reparlera de la folie chez Michel Foucault. Mais je voudrais quand même, aujourd'hui, à la fois à titre d'introduction à l'émission de demain et également parce que c'est peut-être exemplaire du rapport que Foucault entretient à la philosophie des Lumières, entendre tout simplement un extrait du neveu de Rameau auquel vous consacrez un article dans le numéro 8 donc de la revue Lumière. Fabienne Brugère, écoutons. Je n'estime pas ces originaux-là. D'autres en font leur connaissance familière, même leurs amis. Ils m'arrêtent une fois l'an, quand je les rencontre, parce que leur caractère tranche avec celui des autres, et qu'ils rompent cette fastidieuse uniformité que notre éducation, nos conventions de société, nos bienséances d'usage ont introduite. S'il en paraît un dans une compagnie, c'est un grain de levain qui fermente, qui restitue à chacun une portion de son individualité naturelle. Il secoue, il agite, il fait approuver ou blâmer, il fait sortir la vérité, il fait connaître les gens de bien, il démasque les coquins. C'est alors que l'homme de bon sens écoute et démêle son monde. Je connaissais celui-ci de longue main. Il fréquentait dans une maison dont son talent lui avait ouvert la porte. Il y avait une fille unique. Il jurait au père et à la mère qu'il épouserait leur fille. Ceux-ci haussaient les épaules, lui riaient au nez, lui disaient qu'il était fou, et je vis le moment que la chose était faite. Il m'empruntait quelques écus que je lui donnais. Il s'était introduit, je ne sais comment, dans quelque maison honnête, où il avait son couvert, mais à la condition qu'il ne parlerait pas sans en avoir obtenu la permission. Il se taisait et mangeait de rage. Il était excellent à voir dans cette contrainte. S'il lui prenait envie de manquer au traité, et qu'il ouvrit la bouche, au premier mot, tous les convives s'écriaient « Oh, Rameau !» Alors la fureur étincelait dans ses yeux, et il se remettait à manger avec plus de rage. Quelques accords de l'oncle pour ponctuer le portrait du neveu. Alors ici, il faut préciser que ça n'est pas le neveu de Rameau lui-même qui parle, c'est Monsieur Moi, Monsieur Philosophe, qui brosse le portrait fragmentaire, en costume d'arlequin, de ce personnage extravagant qu'est le neveu de Rameau. Fabienne Brugère, vous avez consacré donc un article au neveu de Rameau dans le numéro sur Foucault et les Lumières, le numéro de la revue Lumière. Dans quelle mesure est-ce que le rapport que Foucault entretient avec Diderot en dit long sur l'ambivalence de son rapport à la philosophie des Lumières, indépendamment de la question de la folie ici? Alors, tout d'abord, ce que je dirais, dans le passage qui a été lu là, c'est sur la référence au neveu de Rameau, il secoue, il agite. Et donc, ce qui intéresse Foucault dans les Lumières, c'est précisément ce qui secoue et qui agite. Et là-dessus, dans l'histoire de la folie, puisque le commentaire du neveu de Rameau, c'est l'introduction à la troisième partie de l'histoire de la folie, Foucault, là, à nouveau, secoue et agite, puisqu'il écrit dès le début du texte que finalement le neveu de Rameau de Diderot a plus apporté en matière de critique de la raison cartésienne que tout Locke, Hume et Voltaire. C'est quand même gonflé. Oui, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. La charge corrosive du neveu de Rameau est d'une puissance stupéfiante. Tout à fait. Et pour plusieurs raisons. Parce que précisément, d'une part, ça tient au fait que le neveu de Rameau est un texte littéraire. Et que précisément, l'expérience littéraire permet de revenir à la philosophie par les marges de la philosophie. Elle permet précisément d'expérimenter un dehors de la philosophie qui permet en retour, en quelque sorte, de revenir à la philosophie et de secouer ou d'agiter la philosophie. Est-ce que c'est seulement l'expérimentation d'un dehors ou c'est l'expérimentation d'une célérité dont la philosophie, tout engoncée de concepts que la philosophie ne parviendrait pas à acquérir? Je crois que c'est les deux. Effectivement, ce que permet aussi le neveu de Rameau, c'est vraiment une vitesse d'imprégnation, on pourrait dire, de la raison par la déraison. Et précisément, ce que montre bien du coup le neveu de Rameau, c'est que la raison n'est jamais pure, qu'elle est toujours contaminée par la déraison. Et précisément, la littérature en la matière est beaucoup plus maligne d'une certaine manière. Elle a beaucoup plus, oui, comme vous le dites, de célérité que la philosophie. Ce qui est exemplaire de ce que vous dites, c'est le moment où Rameau rend fou ceux qui l'hébergent.
C'est-à-dire que ceux qui l'hébergent et qui donc le phagocytent en un sens, le possèdent, l'achètent pour qu'il occupe la place du fou. Mais le fou qu'il est dynamite, là encore, les structures sociales qui sont censées l'accueillir, à tel point d'ailleurs qu'il finit par se faire virer. Oui, je crois que le bon terme, c'est celui de contamination. Ils sont précisément contaminés par le neveu. En la matière, on peut dire qu'effectivement, le texte de Diderot va beaucoup plus loin et beaucoup plus vite, par exemple, que le livre 2 du traité de la nature humaine, qui nous dit un petit peu la même chose chez Hume. C'est David Hume, oui. C'est-à-dire les passions contamine la raison, et la raison est l'esclave des passions. Mais là, le texte de Diderot va beaucoup plus loin, parce que précisément, il brouille complètement les frontières entre raison et déraison. Est-ce qu'on n'a pas ici, d'une certaine façon, dans la dilection, comme disent les cuistres, de Foucault pour Diderot, pour le neveu de Rameau, est-ce qu'on n'a pas le fin mot, la clé, la raison d'être du styliste qu'est Michel Foucault? Est-ce que Michel Foucault, qui était un styliste extraordinaire, qui avait un génie et de la formule et de l'ornement, justement, certains de ses lecteurs, les plus mal intentionnés, y voient une tentation de l'ornement, une tentation presque cosmétique de décorer son texte par des formules scintillantes. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus que cela, plus qu'une coquetterie finalement, chez Michel Foucault, l'ambition quasi littéraire de prolonger ce qu'il décrit à coups de concept par l'effectuation d'un style, la rapidité d'un style, la puissance vibrante d'une formule qui ne peut jamais se résumer ou tenir dans un concept? Bien sûr qu'il y a... Indocile, au fond, c'est ça le mot que je cherchais. Voilà, une formule indocile. Indocile, intranquille. Et d'ailleurs, on pourrait dire que, par exemple, la littérature est précisément la beauté du style. Hein, si on reprend l'écriture de Foucault, je crois qu'on peut dire fondamentalement ça permet de perturber les épistémés. En fait, c'est ça. C'est-à-dire les structures de pensée. Voilà, on est en termes de perturbation ou de défiguration des structures de pensée. Et donc le style, ça permet de transformer, de transfigurer, de défigurer, de perturber les structures de pensée. Est-ce que de là, l'usage, sur lequel on va revenir demain abondamment, que Foucault propose d'auteurs comme Nerval, Artaud ou bien Raymond Roussel, par exemple? Oui. Parce qu'il ne s'agit pas là encore de folie, ou plus exactement, quand il parle de folie, il ne s'agit pas que de folie. Oui, quand il parle de folie, il s'agit précisément de tout ce que la philosophie malheureusement laisse à la marge, de tout ce que malheureusement elle laisse dehors, parce que précisément la philosophie est beaucoup trop dans la lourdeur des concepts, dans l'idéalisation, et précisément le Raymond Roussel, des textes comme Neveu de Rameau, Nerval, Artaud, c'est une manière précisément de convoquer ce qui malheureusement est devenu un dehors de la philosophie. Dernière question, Fabienne Brugère, est-ce qu'il n'y a pas un double dehors chez Foucault, à la fois un dehors qui serait méconnu par la philosophie, c'est-à-dire un dehors intégré au fond. On intègre la folie comme la déraison, la raison intègre la folie comme son autre, mais à l'intérieur du dispositif qu'elle met en place, et donc le mauvais dehors peut-être, un dehors inclus, et le bon dehors qui serait le dehors maintenu comme dehors, le dehors littéraire, l'extériorité littéraire de la pensée philosophique, c'est-à-dire finalement la préservation d'une altérité qui ferait, dont Foucault ferait valoir toute la charge corrosive, subversive, dynamitante. C'est particulièrement vrai dans le premier Foucault, c'est-à-dire à l'époque de l'histoire de la folie, où vraiment on peut parler d'une sauvagerie du dehors, et puis de tout le statut des expériences limites. Et donc, en particulier, c'est vraiment probant dans l'histoire de la folie. Merci Fabienne Brugère, c'était passionnant de vous entendre. Je rappelle donc l'existence de la revue Lumière en général et de son numéro 8 sur Foucault et les Lumières, un numéro que vous avez co-dirigé avec Guillaume Leblanc, Céline Spector et Jean Terrel. C'est du bon travail.
Le texte de Foucault sur Kant et sur Baudelaire, le texte dont on a parlé, se trouve dans les 10 et écrits de Foucault. Je n'ai pas le volume sous les yeux. Je vous renvoie à notre site internet pour cette précision. Je vous signale également qu'on le trouve dans l'excellente anthologie de Frédéric Gros et Arnold Davidson en folio essai. Avec quelques mesures de flamenco à 10h50 sur France Culture, on retrouve le journal des nouveaux chemins de la connaissance et Adèle Van Rett. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël. Et vous recevez aujourd'hui l'ami Miguel Benassayag. Oui, bonjour à tous. On passe des Lumières au XXIe siècle pour parler d'organismes, des machines et de virtuels, à l'occasion effectivement de la sortie d'un livre du philosophe et psychanalyste Miguel Benassayag. Ce livre est intitulé « Organismes et artefacts vers la virtualisation du vivant » et on le trouve aux éditions de la Découverte. Bonjour Miguel Benassayag. Bonjour. Alors depuis plus de 20 ans maintenant, les recherches sur l'intelligence artificielle ont pu laisser penser que la nature humaine allait pouvoir être améliorée par la fabrication de machines, d'artefacts, conçus sur le modèle du vivant et qui viendraient prolonger ou accroître les facultés humaines naturelles. Or, la question qui se pose, en tout cas que vous vous posez dans votre ouvrage, c'est de savoir si ces inventions, ces artefacts, améliorent réellement la vie humaine ou si au contraire, elles ne la dénaturent pas. Et donc ce qui est en jeu finalement dans cette interrogation, c'est la redéfinition même de la nature humaine. Qu'est-ce que la nature humaine a l'air des artefacts, en fait? Oui, tout à fait. Depuis un bon bout de temps maintenant, que ce soit du côté de l'intelligence artificielle ou de la vie artificielle, ou du génie génétique, ou de la biologie moléculaire, nous sommes un peu dans l'illusion de qu'on a déplié, ou qu'il manquerait très peu pour déplier le vivant. On va savoir. C'est quand même une sacrée contrebande métaphysique dans la recherche scientifique parce que c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre de la recherche du commencement beaucoup plus de comment ça fonctionne. Du commencement, c'est-à-dire de la création ex nihilo, c'est ça? Voilà, quand il y avait le barbu, ouais. là, d'accord. Pas fidèle, l'autre barbu qui tout à coup, voilà. Et alors donc, effectivement, c'est une grosse tentation, hein. Et aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans un monde dans lequel on parle non pas seulement de l'humain amélioré, mais du vivant amélioré. Hein. Alors on améliore la soja, on améliore le blé, on améliore les espèces vivantes. Et maintenant on va améliorer l'homme, ou on est en train déjà de l'améliorer. Hein. Alors, effectivement, la question du vivant amélioré, moi je le traite de deux points de vue, d'un point de vue scientifique et d'un point de vue philosophique. D'un point de vue philosophique, la question qui se pose, c'est la question de l'idée d'améliorer la nature humaine, faire mieux fonctionner ce qui fonctionne pas bien, ou etc., pose quand même, laisse dans un angle mort la question de ce qu'on pourrait appeler la condition humaine. La condition humaine, pas forcément d'un point de vue humaniste, mais la condition humaine d'un point de vue de ce qu'Isabelle Stenger ou Prigogine appelait la nouvelle alliance, hein, l'idée d'une alliance. Quelle est la place de l'humain, comment ça fonctionne, quel est le sujet, et qui décide, n'est-ce pas? Alors donc effectivement, oui, cet homme amélioré ou cet organisme amélioré pose pas mal de questions qu'on ne se pose pas. On ne se pose pas parce qu'on est dans les labos beaucoup trop ébloui par cette puissance réelle, hein, qui aujourd'hui se développe dans la création, fabrication d'artefacts qui hybrident les vivants avec l'artefactuel. Ouais. C'est-à-dire que l'invention scientifique, ou même l'innovation scientifique qui concerne l'homme, ceux qui sont à l'origine de cette innovation-là, oublieraient eux-mêmes de se poser la question de ce qu'est l'humain, ce que vous appelez la condition humaine. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Et du coup, perdraient de vue ce qu'est la nature humaine en tant que telle. Quand vous êtes dans un labo, concrètement, vous ne vous posez pas cette question-là parce que cette question ne renvoie absolument à aucun truc concret. Et moi-même, depuis quelques années, j'ai fondé un laboratoire à Buenos Aires qui s'appelle Campo Biologico, qui travaille là-dessus, sur les invariantes du vivant. Ces questions-là, on ne peut absolument pas se les poser dans un laboratoire avec des chercheurs parce que vous passez pour un sectaire, un ayatollah, un curé. Bon. Alors,
la combinatoire technique, elle se réalimente à elle-même, effectivement, en utilisant un peu les chercheurs. Alors donc, dans les labos, on est en permanence en train de répondre à des problèmes techniques que la technique pose. Alors, on n'est ni des docteurs Frankenstein, ni des, je sais pas, ni des gros naïfs. Simplement, voilà, on répond à des problèmes que la technique pose. Et va se servir de l'intelligence, oui, des hommes qui sont là-dedans et des femmes, pour répondre à ces problèmes-là. Or, par rapport aux grandes orientations, par rapport à est-ce que la vie est constructible, est-ce qu'effectivement, comme dit la biologie moléculaire, à partir du simple peut émerger la vie, ou comme l'intelligence artificielle, est-ce qu'en mettant des algorithmes ensemble, est-ce qu'ils vont faire émerger l'intelligence artificielle? Ces questions-là sont des questions qui restent sans réponse parce que la réponse, elle est au préalable. Ils disent oui, la vie va émerger, l'intelligence va émerger. Et moi, je mets un tout petit peu en cause ça, non pas d'un point de vue éthique, parce qu'il me semble que l'éthique questionne toujours de l'extérieur, un peu méfiante les labos, mais des dedans. C'est pour ça que je travaillais des dedans pendant toutes ces années, en essayant de voir des dedans, depuis le biologique lui-même, quelles étaient les invariantes non constructibles et qu'on ne pouvait pas donc attendre que ça va émerger tout seul. Et l'ignorance de cette invariance virtualise la vie. Parce qu'on pourrait dire, bon, à quoi ça sert de connaître les invariantes? Voilà, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de factice, oui, c'est ça, de factice, dans l'opposition qu'on peut faire entre le vivant et l'organisme d'un côté et les machines de l'autre? Est-ce qu'actuellement, on n'a pas un entrelacement des deux notions? Et est-ce qu'on peut vraiment encore distinguer aujourd'hui la nature de la technique? Non, absolument pas. L'hybridation, le mixte et la réalité aujourd'hui, il n'y a pas d'organisme pur, il n'y a pas plus d'hommes purs face à l'artefact. Mais dans cette mixité, dans cette hybridation, il y a deux tendances. Une qui va vers une artefactualisation qui virtualise la vie et qui, de mon point de vue, la met en danger. De l'autre, il y a un mixte, une hybridation qui, effectivement, développe la vie en gagnant des choses, en perdant des choses. Mais il y a, de mon point de vue, il y a un passif, il y a un manque à penser, mais non pas à penser éthique extérieure à la technique, il y a un manque à penser antérieur même à la biologie, à la recherche, qui est plus du côté de l'interface épistémologie, biologie, de ces côtés-là, je les travaille dans tous les cas. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Miguel Melassayac. Donc, le titre de votre livre, Organismes et artefacts vers la virtualisation du vivant, et on trouve ça aux éditions La Découverte. Et qu'est-ce qu'on va trouver également sur le site internet des Chemins dans le dès la semaine prochaine, on pourra trouver en librairie un essai sur le monde sans fin des jeux vidéo de l'historien de l'art Maxime Coulombe, qu'on trouve aux éditions PUF. Alors, l'intérêt de ce livre, c'est qu'il analyse le fonctionnement des jeux vidéo et du jeu en général à partir du plus célèbre d'entre eux, qui s'appelle Warcraft. Peut-être certains d'entre vous le connaissent. Et donc, Maxime Coulombe part de l'analyse de ce jeu vidéo en particulier pour s'interroger sur la fascination que ces jeux suscitent et sur la possibilité même pour les jeux vidéo de nous permettre d'échapper à la réalité et d'accéder à une autre forme de réalité qui serait imaginaire mais tout en étant bien structurée. Donc on retrouve cette interrogation sur le réel, l'imaginaire à laquelle la technique nous permettrait d'atteindre, auquel la technique nous permettrait d'atteindre, et donc sur ce pouvoir de séduction de ce monde imaginaire proposé par les jeux vidéo. C'est donc Le monde sans fin des jeux vidéo, c'est par Maxime Coulombe et on trouve ça aux éditions PUF. C'est noté, merci Adèle. Et merci à tous. Les nouveaux chemins de la connaissance, c'est fini pour aujourd'hui. Michel Foucault et Miguel Benassayag, c'était le programme du jour. On se retrouve demain pour la fin de cette semaine sur Michel Foucault et autour de lui de 10h à 11h sur France Culture. On se retrouve aussi sur Internet quand vous voulez. Nos avatars vous attendent sur le site des Nouveaux Chemins de la Connaissance pour vous proposer une bibliographie complète des sujets de la semaine et le téléchargement des émissions qui vous chantent. Demain donc, de 10h à 11h, on finira provisoirement de parler de Michel Foucault en revenant néanmoins sur ce que Foucault dit de la folie, non pas forcément pour reprendre l'analyse de l'asile comme lieu de pouvoir, mais peut-être et surtout pour voir dans quelle mesure Foucault élabore une pensée positive, il faut mettre le mot entre guillemets, de la folie, de sa fécondité, de la littérature en un mot à laquelle elle a donné le jour. À demain. 10h59 sur France Culture. Dans un instant, question d'époque.